Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. La température ne te bouscule pas trop? Ou bien tu es habitué? Ça va. Tu en as vu plus dingue. Disons qu'on s'adapte. Ouais. On essaie de s'adapter, voilà. D'accord. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va en Europe, on va parler de l'OTAN, on va parler de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cette organisation à vocation militaire et qui avait été créée en 1949 par les Occidentaux, donc par les Américains, leurs alliés en Europe, en prévision d'une éventuelle menace de la Russie, à l'époque qui était l'Union soviétique. Et donc il faut savoir qu'à la faveur de l'invasion de la Russie en Ukraine depuis le 24 février 2022, eh ben cette organisation qui était déjà dont l'avenir était véritablement menacé, notamment durant toute la période de la présidence de Donald Trump, parce qu'il faut savoir qu'en réalité, l'OTAN, c'est une organisation qui est dirigée par les Américains. Ce sont les Américains qui offrent leurs services militaires aux pays qui le souhaitent, d'accord ? En échange de... les États-Unis qui offrent leur parapluie militaire pour protéger ces pays-là face à une potentielle invasion extérieure. Mais si c'est entre eux-mêmes, les pays de l'OTAN? Non, les pays, ce sont des alliés, donc qui sont censés avoir un certain niveau de dialogue, un certain niveau de compréhension. Oui, et surtout, mais si ça pète? Ils doivent avoir... En fait, l'OTAN ne tient même pas compte de cela, alors que la question que tu poses, elle est censée, surtout regarde la situation actuelle, où on voit par exemple au sein de l'OTAN, que tous les pays n'ont pas exactement la même vision du rôle que devrait jouer l'OTAN dans le monde. Vous avez par exemple des pays baltes, la Pologne et les pays baltes, qui véritablement, ça c'est pour des raisons historiques, veulent en découdre, veulent en finir avec la Russie, qui pour ces pays-là, eh ben, il faudrait même aller à une confrontation directe avec la Russie pour en finir avec la menace qu'elle représente. Mais ça, évidemment, c'est en raison, comme je dis, du passé très lourd, notamment de ces pays-là qui étaient pour la plupart des anciens satellites de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Vous avez ensuite... les pays un peu, on va dire, de l'Europe du Sud, c'est-à-dire la France, etc. La France, l'Espagne, l'Italie, etc. Qui, eux, plutôt, voudraient que l'OTAN, d'abord, dans un premier temps, ne soit pas une organisation offensive, c'est-à-dire que ne prenne pas l'initiative, comme un peu ce qui s'était fait en 1999 en Yougoslavie, mais plutôt soit une organisation qui ait vocation non seulement à être défensive, c'est-à-dire à protéger les pays, mais surtout qui ait une vocation à ne s'intégrer, qui ait une vocation à n'être active qu'en Europe. Donc au niveau de l'Atlantique Nord, donc entre les États-Unis et l'Europe, donc dans cette zone-là. Or, pour les Américains, la menace la plus grave à leur hégémonie, si tu veux, ou à leur puissance, ou à leur influence, ce n'est pas dans l'Atlantique Nord. Pour eux, ils continuent de croire que, même si évidemment les faits maintenant prouvent que leur analyse était totalement erronée, que la Russie, par exemple, n'est pas tombée à un niveau d'une puissance régionale. Parce que, en dépit des sanctions, en dépit de la fourniture d'armes, en dépit de toute l'aide massive qu'ils apportent à l'Ukraine, l'Ukraine a du mal à reconquérir les territoires qui sont sous contrôle russe. Et donc, les Américains considèrent que, en dépit de cela, la plus grosse menace, et elle n'est pas fausse, qui plane sur eux et sur leur zone d'influence, sur leurs intérêts, c'est dans la zone Indo-Pacifique. Et la zone Indo-Pacifique, comparé à l'Atlantique Nord, c'est 2 ou 3 fois plus petit. Enfin, c'est 2 ou 3 fois plus grand que la zone de l'Atlantique Nord. Et donc, pour les Américains, et surtout, ils ont beaucoup plus d'intérêt dans la zone. En Europe, les Américains, en dehors d'intérêts politiques, en dehors d'intérêts, quelques intérêts économiques, mais ce n'est pas vraiment
c'est pas vraiment ça. C'est surtout des intérêts politiques en termes d'influence, en termes de relations. Mais dans l'Indo-Pacifique, ils ont des intérêts économiques très importants. Ils ont des intérêts économiques au Japon, ils ont des intérêts économiques en Corée du Sud, ils ont des intérêts économiques dans tous les pays ce qu'on appelle la mer de Chine méridionale, le Vietnam, le Laos, tout ça là. Donc dans tous ces pays, la Thaïlande, les Philippines, ils ont des intérêts là. Et surtout, il faut savoir que près de 2/3 de l'activité économique américaine se fait dans la zone Indo-Pacifique. C'est par là-bas que transitent essentiellement les marchandises, les biens qui entrent ou qui sortent des États-Unis. Donc pour eux, c'est vraiment la zone la plus sensible de leur économie. Et donc pour eux, avec la montée en puissance de la Chine, qui n'hésite plus à montrer non seulement sa puissance, mais aussi à revendiquer certains territoires, à revendiquer certaines zones d'influence. Et bien donc, évidemment, pour les Américains, qui sont aussi conscients que en réalité, ils n'ont pas la capacité actuellement d'ouvrir un double front, que ce soit à la fois en Europe ou dans la zone Indo-Pacifique. Eh bien, il va falloir choisir ou ils abandonnent totalement l'Europe pour se concentrer sur l'Indo-Pacifique. Et c'est ce que Donald Trump voulait faire. C'est la raison pour laquelle il avait augmenté le niveau de sanctions contre la Chine, qu'il avait multiplié les déplacements dans cette zone, en Corée du Sud, au Japon, qu'il avait augmenté les moyens en termes d'humains, en termes de flotte, en termes d'équipement dans la zone, et qu'il avait tout simplement expliqué que pour lui, l'OTAN en tant qu'organisation qui ne s'occupait que de la défense de la zone atlantique des États-Unis, eh ben ça ne l'intéressait plus parce qu'il estimait que là-bas, c'était des pays riches. Et si ce sont des pays riches, eh ben, ils n'avaient qu'à prendre eux-mêmes en charge leur propre défense, donc à investir en recherche et développement, à investir dans la formation, à investir dans les équipements et à se défendre eux-mêmes. Ce qui, à ses yeux, n'était pas le cas de la plupart des pays de l'Indo-Pacifique dans lesquels les Américains ont leurs intérêts. Et donc c'était un peu cette vision-là qui était celle des Américains. Et puis, il faut aussi savoir qu'avec l'arrivée de Joe Biden, d'un côté, il y avait Joe Biden qui souscrivait un peu à cela, et puis, même si il faisait, dans le cadre d'un anti-trumpisme, si on peut dire ça, primaire, il avait juste essayé de changer le monde, mais la philosophie, dans le fond, restait la même. La preuve, quand on regarde, Joe Biden, il a accru même les sanctions à l'égard de la Chine, et il a accentué même les tensions vis-à-vis du puissant voisin chinois. Et donc, ça, c'était un peu dans la philosophie des Américains. Maintenant, évidemment, les choses ont changé avec l'invasion russe en Ukraine, et surtout, ça a redonné du peps à l'organisation nord-atlantique. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, Emmanuel Macron avait dit en 2019 que l'OTAN était en état de mort cérébrale parce qu'il n'avait fait que constater les faits. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2019, il a constaté qu'en fait, l'OTAN n'avait plus, notamment pour le principal contributeur, pour le moteur qu'est les États-Unis, eh ben, l'OTAN n'avait plus cette importance stratégique-là à leurs yeux. Et donc, il commençait un peu à vouloir préparer les Européens à véritablement commencer à mettre en place leur propre défense. Et donc ça, c'est le deuxième volet. Les pays de l'Europe du Sud qui voudraient que l'OTAN se concentre uniquement sur la zone de l'Atlantique Nord. Et puis, vous avez le reste, les États-Unis, qui voudraient que l'OTAN ne se limite plus, au contraire, seulement dans la zone de l'Atlantique Nord, mais également dans l'Indo-Pacifique. Donc, c'est une espèce de donnant-donnant. Nous, on vous aide pour ce qui concerne la menace russe en Europe, que représente la Russie en Europe, et en contrepartie, vous aussi, vous devrez nous aider pour ce que représente la menace chinoise dans la zone de l'Indo-Pacifique. Or, pour le moment, au sein même de l'OTAN, tous les États n'ont pas cette même vision-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même vis-à-vis de la Russie, tous les pays membres de l'OTAN n'ont absolument pas la même approche. Je prends un exemple, la Turquie. La Turquie n'applique aucune sanction des pays occidentaux. La Russie ne fournit pas d'armes à l'Ukraine. La Russie ne fournit plus de matériel à l'Ukraine. Il faut savoir que, évidemment, l'Ukraine avait acheté, avant le déclenchement de la guerre,
des drones turcs qui ont été d'une très très grande efficacité. Mais depuis lors, la Turquie a cessé de toute livraison d'armes à l'Ukraine. Et la Turquie a renforcé même ses relations avec la Russie, puisque c'est en Turquie qu'avaient eu lieu les premiers pourparlers, même si ceux-ci avaient avorté dès mars 2022. Et c'est en Russie qu'ont été négociés et obtenus les accords sur le transport des céréales d'Ukraine et de Russie. Même si, évidemment, la Russie a déjà fait savoir qu'elle ne va pas renouveler cet accord parce qu'elle estime qu'elle n'y gagne rien. En réalité, c'est de la mauvaise foi des Occidentaux qui mettent tout en œuvre parce que les nouvelles sanctions qui frappent les compagnies d'assurance qui prennent en charge les navires qui transporteraient des céréales russes, donc font dire aux Russes qu'en réalité, dans un accord, il faudrait que les deux parties soient gagnant-gagnant. Or, dans cet accord sur les céréales, à la fois les alliés veulent que la Russie continue à permettre à l'Ukraine d'exporter ces céréales, et dans le même temps, ils mettent en place des sanctions qui devraient empêcher aux Russes dans le même temps aussi d'exporter leurs céréales. Donc, pour eux, c'est totalement inacceptable. Et donc, ils continuent de menacer de ne pas prolonger l'accord céréalier. Donc, on voit que dans cette configuration, la Turquie n'est pas dans la même philosophie que la plupart des pays de l'OTAN. La Turquie estime qu'elle, déjà, c'est une puissance régionale et qu'elle privilégie d'abord ses intérêts et elle constate qu'il n'est pas dans son intérêt de s'opposer frontalement à la Russie. Pourquoi ? Parce que d'abord, la Russie, c'est un voisin. La Russie n'est pas loin de la Turquie, un voisin, la proximité géographique. La deuxième chose, la Russie, c'est une puissance militaire. Elle est détentrice de l'arme nucléaire. C'est une puissance politique, membre permanent du Conseil de sécurité, une puissance géopolitique mondiale. Et enfin, la Russie, c'est une puissance énergétique. Or, la Turquie a besoin d'énergie, elle a besoin de pétrole et de gaz. Donc, elle aurait tout à gagner à garder de très bonnes relations avec la Russie pour toutes ces raisons-là. Et donc, pour Recep Tayyip Erdogan, on l'a même vu lors de la tentative de mutinerie de Prigojine la semaine dernière, le premier président à réagir en faveur d'un soutien à Vladimir Poutine, c'est Recep Tayyip Erdogan. Donc, c'est le président turc. Et ensuite, dans la question aussi relative à l'élargissement de l'OTAN, il y a que la Turquie, jusqu'à présent, bloque l'adhésion de la Suède parce qu'elle estime que la Suède est un refuge pour des personnalités qu'elle considère comme étant des opposantes, donc des menaces au régime, notamment les membres du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Et puis, donc, c'est dans ce cadre-là que l'OTAN a donc décidé de prolonger d'1 an encore le mandat de Jens Stoltenberg, son secrétaire général, qui est en fonction depuis 2014. Il faut savoir que les textes de l'OTAN disent qu'on occupe le poste de secrétaire général pendant 4 ans. C'est un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Or, à raison du déclenchement de la guerre en Ukraine, son mandat qui s'achevait en 2022 avait été prolongé d'1 an jusqu'en 2023. Et là, les ministres des Affaires étrangères et la défense qui s'était réunie dernièrement, ce week-end même, ont décidé de prolonger d'1 an le mandat de Jens Stoltenberg en raison du conflit en Ukraine. Bref, ce qui est clair, c'est que, et bien entendu, lors du prochain sommet de Vilnius, ils vont entériner l'adhésion notamment de la Finlande. La Finlande qui devient de facto le 31e pays membre de l'OTAN. Bien entendu, il va y avoir d'autres tractations pour essayer de convaincre les Turcs de permettre l'adhésion notamment de la Suède. Ce n'est pas gagné d'avance parce que, évidemment, les Turcs sont conscients que là, ils ont une carte à gagner pour notamment Recep Tayyip Erdogan pour essayer de bouter hors de la Suède ses opposants politiques. Et donc, et ça, il ne le cache pas, c'est quelque chose qu'il a clairement exprimé. Mais ce qui est clair, c'est que et puis, dans l'OTAN aussi, doit préparer une réponse à l'Ukraine parce que Volodymyr Zelensky l'a exprimé la dernière fois, c'est qu'il souhaite une réponse claire à la demande d'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN. Or, l'organisation a fait savoir qu'elle est prête à accueillir l'Ukraine, mais à quel moment ? Quand la guerre avec la Russie sera terminée. Maintenant, la question de savoir, c'est à quel moment est-ce que cette guerre-là va s'achever ? Et la deuxième question,
de quelle Ukraine parle-t-on? Parce que si on parle de l'Ukraine d'avant 2014, c'est-à-dire avec la Crimée et tous les territoires du Donbass, je ne pense pas qu'à la fin de cette guerre, si cette guerre s'achève, l'Ukraine sera en capacité de revendiquer ces territoires-là. Parce que, en 2014, lorsque la Russie a pris ce territoire, tout ce que les Occidentaux ont fait, c'est des sanctions. Ils n'ont pas lancé une offensive militaire ou ils n'ont pas aidé l'Ukraine à reconquérir militairement ce territoire. Pire, la contre-offensive qui a démarré depuis déjà une semaine, depuis 2 semaines en réalité, est loin de réaliser les résultats escomptés. Parce qu'évidemment, sur le front militaire, l'armée ukrainienne patine. Elle a du mal à avancer. La Russie s'est très bien regroupée sur une ligne de front qui fait plus de 700 km. Elle a renforcé les défenses. Elle a mis en place une triple barrière avec des mines, avec des remparts, avec l'artillerie et l'aviation derrière. Donc, ce qui fait qu'on a l'impression que ce mur-là est quasiment infranchissable. Bon, les autorités ukrainiennes disent que la contre-offensive se fait dans des conditions très difficiles, mais qu'ils gagnent du terrain. Certains des experts américains estiment que les Ukrainiens ont reconquis à peu près 153 km. Mais ça, c'est très difficile à constater, tant on voit avec les faits que, en réalité, sur le front, les Ukrainiens n'avancent pas. En dépit du matériel massif qu'ils ont reçu, ils avaient demandé des chars, ils les ont obtenus. Ils avaient demandé des missiles longue portée. Les Britanniques les ont livrés, les fameux missiles Storm Shadow. Ils avaient demandé de l'artillerie de haute précision. Les Américains leur ont fourni des HIMARS, les Français des canons César. Et en dépit de toutes ces fournitures d'armes, la reconquête, la contre-offensive qui était tant attendue, qui était tant demandée par les Alliés, qui était censée être préparée par les Ukrainiens avec l'aide de leurs alliés, parce qu'il faut savoir que des contingents de blindés avaient été, des soldats, des spécialistes des blindés avaient été formés, notamment en Pologne, en Roumanie, dans le Royaume-Uni et même en Allemagne, notamment pour les fameux chars Léopard 2. Donc tous ces équipements font que, en dépit de leur livraison à l'Ukraine, la contre-offensive n'aboutit toujours pas. On a l'impression que le front s'est figé et il y a même un risque que de voir peut-être les Russes, à l'issue, peut-être s'ils constatent que, lorsqu'ils vont peut-être constater que les Américains les Ukrainiens seront véritablement bloqués, il y a un risque pour les Ukrainiens de voir les Russes, à leur tour, lancer une espèce de contre-offensive pour accentuer leur contrôle de ces territoires-là. Et donc là, c'est dans ce contexte-là que l'OTAN va préparer sa fameuse réunion du 11 et 12 juillet prochain. En attendant, Jens Stoltenberg prolonge d'1 an, mais évidemment, les défis sont nombreux et majeurs qui attendent encore cette organisation. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On part en musique, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.